Nous accompagnons le professeur et le docteur Dara maintenant se met en position de porteur de recherche sur le programme. Et nous lui donnons la parole pour lui-même s'est montré les 5 minutes pour lui Docteur Dara, vous avez la parole. Déjà, ce n'était pas facile d'intervenir dans la cette émission. Mais en même temps, on peut se dire que voici que ce modèle. Comme cela dit, ma présentation porte sur ma thèse de doctorat. Pourquoi la présentation d'une thèse à cette rencontre? Alors c'est parce que cette thèse a été financée dans sa phase de façon ponctuelle par l'agence universitaire de la francophonie. Et dans notre contrat tacite, il était question d'accompagner la conclusion des résultats de cette thèse. Et comme vous le voyez, la thèse est intitulée Transition professionnelle d'enseignants du secondaire devenant formateur d'enseignants du préscolaire et du primaire. Et comprendre les modes, les voies et les conditions de la construction identitaire chez les professeurs des écoles normales des éducateurs du Togo. C'est une thèse qui a été réalisée l'année passée seulement, soutenue en décembre 2024, réalisée à l'université de Rouen, Normandie, dans le laboratoire syrien. Et alors, quels sont les contextes qui ont, ou quel est le contexte qui a motivé cette recherche? Nous sommes partis d'un double constat, bien plutôt un triple constat. D'abord, comme vous le savez, notre système éducatif est caractérisé par des apprentissages de qualité caractérisés de faible. Et cela est attesté par les différents rapports, des études et des évaluations qui ont été menées, notamment les rapports des évaluations PASSEC depuis 2010. PASSEC 2010, PASSEC 2014 et PASSEC 2019. C'est vrai que l'étude a commencé en 2018 et s'est basée sur les résultats du PASSEC 2014. Mais nous avons intégré les résultats du PASSEC 2019 également. L'autre constat, c'est que notre système a également opté comme stratégie la formation professionnalisante des enseignants. C'est une option stratégique qui est considérée comme un levier pour faire face justement aux défis que j'ai soulevés en haut. Le troisième élément de contexte, c'est un corps de professionnels particuliers, les professeurs d'école normale d'instituteurs. En tout cas, c'est pour ça qu'on les appelle. Nous considérons que c'est un corps particulier et ce corps étant chargé de conduire les formations initiales de ces enseignants, il était intéressant de voir comment ils construisent leur identité. Et nous pensons que se poser des questions sur ce corps de professionnels a un double enjeu, un enjeu scientifique, mais également un enjeu social. Et donc, nous sommes partis de la question
principale qui était celle de comment les professeurs d'école normale des supérieurs, qui sont les formateurs, construisent leur identité en contexte. Et qu'est-ce que nous avons visé comme objectif? D'une manière générale, nous avons visé l'objectif de rendre compte de dynamique identitaire à l'œuvre dans un groupe de professionnels qui retournent en formation, parce que justement, ce sont des gens, des professionnels qui exerçaient, mais qui retournent en formation pour changer de fonction et en vue de contribuer à alimenter la réflexion sur les systèmes éducatifs d'Afrique subsaharienne à partir de l'exemple du Togo. Et de façon spécifique, nous avons visé de repérer les marqueurs de la construction identitaire chez les professeurs d'école normale des instructeurs dans le champ de la professionnalisation et du développement professionnel. Et non seulement repérer ces marqueurs, mais aussi les décrire et les analyser. Voilà ce que nous avons visé comme objectif dans notre recherche. Alors, à partir de ces objectifs, nous avons ciblé que je suis là. Oui, nous avons ciblé des concepts que nous avons pu travailler. D'abord, le concept de professionnalisation qui va avec celui de développement professionnel et de professionnalité. Et nous nous sommes appuyés sur les travaux de Richard Witkowski, les travaux de Donné Charlier et Charlier. Et dans ces différentes approches, il y a Witkowski qui considère la professionnalisation comme relevant de l'organisation et le développement professionnel comme relevant des individus. Et c'est là où il identifie la notion d'identité prescrite et d'identité agile. Et pour donner et Charlier, le développement professionnel s'accompagne de la construction de compétences, certes, mais également de la construction d'identité professionnelle. Et l'autre concept qui a guidé notre cadre théorique, c'est les transitions professionnelles avec Pérez Roux et sa théorie de la triple transaction. Avec Duval considère que la construction de l'identité s'accompagne d'une double transaction. Mais Pérez Roux est allé beaucoup plus loin pour dire qu'il y a à l'œuvre trois formes de transaction pendant les transitions professionnelles. Et là, il s'agit aussi des identités. Il y a la transaction biographique, la transaction relationnelle et la transaction intégrative. Alors, notre thèse a cette particularité de s'ancrer dans les problématiques de professionnalisation et de développement professionnel, mais avec aussi un pan sur les questions de discipline. Parce que justement, nous avons affaire à des enseignants du secondaire disciplinaires qui se transforment en formateurs pluridisciplinaires. Voilà pourquoi nous avons été obligés de convoquer la notion de discipline sous deux approches essentiellement. Une approche sociologique avec Pérevaux et Pérevaux, Odier et Pastel, et une approche didactique avec Reuter. L'autre concept qui ne pouvait pas échapper à ce cadre théorique,
c'est le concept d'identité professionnelle. Et donc, il y a, dans les approches, il y a des auteurs qui ont une préférence pour la notion de dynamique identitaire en lieu et place d'identité professionnelle. Et nous nous sommes appuyés sur les travaux de Dubar, qui alors a identifié 4 axes de la construction identitaire. Il y a l'axe des essentialistes, l'axe philosophique, l'axe psychologique, l'axe interactionniste et l'axe normaliste. Voilà. Et pour nous, tous ces concepts-là sont à la fois source et vecteurs d'identité professionnelle. Voilà pourquoi ils ont été convoqués et sont entrés dans des approches et des théories que nous venons d'évoquer, mais que nous n'avons pas le temps de développer ici. Et quelle a été la méthodologie? Nous avons opté pour une approche qualitative, à visée descriptive et compréhensive, avec une tête d'abduction. C'est-à-dire que nos hypothèses n'ont pas été des hypothèses hypothético-déductives. Nous avons travaillé par abduction, ce qui consiste à faire des va-et-vient entre les collectes de données et leur traitement. Et les techniques et les outils que nous avons utilisés, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs. Nous en avons réalisé en tout 20 avec une durée moyenne de 2 heures par entretien. Et cela s'est réalisé sur un échantillon de convenance que nous avons effectué et nous avons identifié 24 formateurs à interviewer, mais chemin faisant, nous n'avons pu réaliser que 20. Nous n'allons pas pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes arrêtés à 20 ici dans les questions. On pourra revenir là-dessus. Et donc, l'approche théorique que nous avons utilisée, c'est l'approche de l'échantillonnage par temps multiple des micro-unités sociales. Et ensuite, à partir de ces entretiens-là, nous avons fait des traitements et nous sommes allés à l'analyse thématique du contenu. Et le champ investigué couvrait les 6 écoles normales d'instituteurs dans le temps. Je dois dire que ma recherche a été à cheval ou bien a couvert les 2 périodes de ces centres de formation, c'est-à-dire la période où on les appelait école normale d'instituteurs et la période de réforme qui est en cours. Et donc, dans le temps, il y avait 6 écoles normales d'instituteurs avec une population de 82 professeurs d'école normale d'instituteurs très en main. C'est-à-dire que ceux qui sont allés dans l'administration, ils n'ont pas été concernés par cette année. Oui, ça va vite. Il semble que j'ai d'appuyer sans. Bien. Alors, sur la rigueur et la validité, c'est une recherche que nous avons conduite par entretien et nous avons fait l'effort de mettre toute la rigueur possible et pour pouvoir éviter les biais qui sont liés à l'utilisation de cette approche. L'approche qualitative est une approche très délicate et il faut prendre toutes les dispositions pour éviter
des bières. Et donc, nous avons procédé suffisamment à la mise en confiance et à une certaine distanciation, parce que nous-mêmes, notre posture ne se prêtait pas tellement à cette interview en tant que directeur des enseignements préscolaires et primaires face à des formateurs d'enseignants qui ont été aussi mes étudiants, mais avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et donc, pour ces questions-là, ce n'est pas toujours facile euh, de rester dans la neutralité. Et donc, cette distanciation. Et au moment de l'échantillonnage, nous avons fait l'effort de considérer aussi les gens. Bon, mais tout à l'heure, les résultats étaient affichés. Hein. Et donc, comme nous sommes dans les résultats, tout à l'heure, je crois que vous avez vu un des résultats qui notre étude a révélé que nous étions en face d'un groupe de professionnels qui construit son identité par rapport aux autres trois professionnels. Les autres trois professionnels dont nous parlons, ce sont les instructeurs, les conseillers pédagogiques, les enseignants, et même les enseignants-chercheurs qui ont été leurs formateurs. Donc, c'est dans cette activité-là que nos formateurs construisent leur identité. Et c'est un groupe de professionnels qui, à une exception de 5% près, célèbre la polyvalence disciplinaire qui est prescrite. Mais en même temps, dans les entretiens, on relève des limites de cette polyvalence. Ce sont des formateurs qui sont très fiers d'être polyvalents, c'est-à-dire qu'en plus de leur discipline, ils interviennent sur, en plus de leur discipline de base, ils interviennent sur les autres disciplines d'enseignement. Nous avons aussi relevé 6 caractéristiques de leur identité professionnelle, dont nous allons présenter 2 sur le banc ici. C'est un groupe de professionnels qui est marqué par ce que nous appelons une double et ambivalente posture. En même temps qu'ils se réclament spécialistes d'une discipline, dans le même temps, comme nous venons de le voir, ils valorisent leur posture de polydisciplinaire. Et ça, c'est quelque chose qu'ils brandissent en fonction de leur interlocuteur. En face des spécialistes des disciplines, ils valorisent leur pluridisciplinarité. Et quand ils sont en face des enseignants et des conseillers pédagogiques, qui sont eux aussi des pluridisciplinaires, là, ils sortent leur spécialité. Voilà. Et c'est ce que nous avons appelé une identité complexe ou identité oscillante. Et la deuxième caractéristique que nous voulons faire voir ici, c'est que ce sont des professionnels qui sont soucieux de la qualité de la formation qu'ils administrent. Et ils sont également marqués par l'expression de ce qu'on peut appeler une polyidentité en termes de posture. Donc vous voyez que ça va d'accompagnateur à conseiller en passant par expert du système éducatif et évaluateur. Quelles sont nos recommandations? Nous avons recommandé une évaluation de la polyvalence disciplinaire pour mesurer son efficacité dans sa pratique dans les centres de formation. Nous avons également proposé une évaluation à court terme de la réforme des écoles normales d'instructeurs en cours de mise en œuvre. Nous proposons également la révision du dispositif de formation des formateurs d'enseignants du préscolaire et du primaire. Les leçons apprises, je crois que
les leçons apprises, ce sont d'abord, comme difficulté, nous avons eu des contraintes de temps. Il n'était pas vraiment facile d'allier les responsabilités administratives et des exigences de la recherche. Nous étions en autofinancement et également à distance. Cela n'a pas favorisé l'acculturation en matière de recherche. Et les limites, il y a la couverture, ce que nous appelons la couverture temporelle de l'enquête. Lorsque on est en approche abductive, la durée de la collecte de données doit être conséquente. Parce que c'est un va-et-vient qu'on doit faire, mais nous n'avons pu disposer de 3 mois pour pouvoir collecter les données. Nous avons essayé dans la mesure du possible de pallier à cela en faisant le traitement au fur et à mesure et donc à assurer correctement ce talent. Les perspectives que nous envisageons, c'est des pistes de recherche complémentaires sur, par exemple, la question relative à la didactique et la transposition didactique. Je n'ai pas le temps de développer ça ici. Il y a une question qu'on doit creuser aussi, c'est celle de ce que j'appelle la spécialisation seconde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles normales de formation de professeurs d'école qui sont spécialisées en préscolaire. Comment ces formateurs-là s'adaptent vraiment à ces changements? C'est quelque chose qu'on peut chercher à poser. Et en termes de prolongement envisagé, nous pensons à voir aussi de près les compétences pédagogiques des enseignants du secondaire à la suite de leur formation initiale de professeur de collège. Parce que dans les entretiens, il a été révélé que c'est la plupart de ces enseignants-là qui sont issus de l'école normale supérieure, qui ont été formés, disent que quand ils sont venus en formation de formateurs, d'enseignants de préscolaire suivant, ils ont appris beaucoup de choses en termes d'animation de classe, d'approche pédagogique, et que s'ils avaient à retourner sur le terrain, ils allaient fonctionner autrement que ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc, nous avons pensé que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Comme collaboration possible, nous pensons que nous pouvons collaborer avec Dr Daron Kofi sur cette question que je viens d'évoquer, qui a traité dans sa thèse des pratiques d'accompagnement en formation initiale et développement de la réflexivité chez les enseignants du secondaire. Voilà un peu ce que j'ai prévu présenter par rapport à ma thèse. Je vous remercie à tout un remerciement. Merci beaucoup, docteur Yaoudoutia Yara Rato. Félicitations pour cette soutenante thèse. À la limite, quelques jours après la retraite, non, des mois après la retraite. Comme quoi, maintenant la retraite, on peut continuer par étudier. Merci. Alors, nous trouvons des conditions atténuantes de 2 minutes de problème technique. Nous avons quand même autour de 8 minutes d'échange. La parole à qui veut intervenir. Bon, si c'est OK, le coordonnateur paraît que de respecter sa place. Sinon, si c'est un peu la fatigue, il suffit de rester assis et de chercher à prendre quelque chose plus en haut de notre main. Vous restez dans cette position 30 secondes, une main d'abord, 30 secondes. Ensuite, vous changez. Cherchez à prendre plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que nous sommes revenus à nous-mêmes un peu.
Bien, celles qui veulent maintenir leur bras en haut, je peux les prendre pour intervention. En commençant par donner la parole à l'inspecteur Sablassou. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Yeah, merci au modérateur. Félicitations au docteur Dara pour sa présentation. Je crois que c'est un thème très intéressant, mais il y a une question qui m'a toujours traversé l'esprit. Je voudrais poser ça clairement ici et voir, avoir des explications et une clarification. La polyvalence des enseignants orphéliques, comme nous avons pu les appeler, qui étaient spécialistes d'une matière et qui, à l'ENI, comme on l'appelait, deviennent des professeurs polyvalents. Et la question, c'est de voir pourquoi dans notre système éducatif, les chefs d'établissement, les directeurs d'école primaire, qui ont travaillé longtemps, maîtrisent bien cette polyvalence. Pourquoi ne sont-ils pas autorisés à passer ce concours pour être formés et être des professeurs de l'ENI? Merci. Merci beaucoup. Monsieur le vice-doyen, je suis l'inspecteur à Bozo. Merci beaucoup et merci au docteur Dara. Et je voulais simplement un éclaircissement sur ce bout de phrase que vous avez évoqué vers la fin de votre présentation sur les enseignants qui ont fait l'INES par rapport à ceux-là qui ont fait l'ENI, qui disent que si pour recommencer, ils devaient refaire autrement. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est dire qu'à l'INES, la formation didactique n'était pas aussi, puisque nous parlons de polyvalence, est-ce que la formation didactique à l'INES est différente par rapport à ce qui se donne à l'ENI? Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Micheline veut intervenir. Sinon, moi, j'ajoute un point. Je pense qu'il faut davantage préciser la polyvalence des professeurs de l'FE. Ce que je sais, soit vous êtes scientifique, vous enseignez sciences et technologies, soit vous êtes spécialiste de mathématiques, vous enseignez les mathématiques, soit vous êtes de lettres, vous enseignez les lettres et également les sciences humaines. Alors, est-ce que ce qu'on met dans la polyvalence, c'est le fait qu'ils ont d'abord des matières transversales, à savoir sociologie de l'éducation, la psychologie, ou bien c'est pour dire que, comme le fait le professeur d'école dans sa classe, où c'est lui qui enseigne tout, c'est ça qu'on voudrait signifier par la polyvalence au niveau des professeurs d'NFE, qui sont différents des professeurs de l'ENI. Pour la première question, je considère que ce n'est pas à moi qu'elle est adressée. Si mon cadet ne m'avait pas emprunté le pas, j'allais le renvoyer parce que pour moi, ce sont les institutionnels qui peuvent répondre à cette question. Mais peut-être qu'en développant, en répondant à la question du doyen, peut-être qu'on pourra s'entendre. Mais avant d'en arriver là, pour le vice-doyen Bouzou, ce que j'ai relevé, ce n'est pas par rapport à la didactique, c'est beaucoup plus par rapport à la pédagogie. Donc, j'ai dit que dans les entretiens, et ça, ce n'est pas une déclaration, ce sont les interlocuteurs qui ont dit que les techniques d'animation pédagogique qu'ils ont rencontrées en formation, quand ils étaient en formation pour se former, pour être formés, ce n'est pas par rapport à la didactique. Ils ont appris beaucoup de choses en formation pour devenir formateurs génie, qui font que, au moment où ils étaient déjà en formation même, ils remettaient en cause beaucoup de leurs pratiques quand ils étaient au secondaire, malgré leur formation à l'école.
Voilà pourquoi j'ai relevé cela et je me suis dit, mais est-ce que cela signifie qu'on doit pouvoir s'interroger sur la formation à l'ENS? Et c'est pour cela que j'ai envisagé la collaboration avec, disons, celui que je peux appeler collègue aujourd'hui, qui a travaillé sur l'accompagnement dans les pratiques pédagogiques à l'ENS, pour voir si ces propos qui ont été tenus lors de mes interviews avec mes interlocuteurs sont en cohérence avec ce qu'on peut observer. Voilà, donc je ne sais pas. Ce n'est pas par rapport à la didactique, c'est par rapport aux techniques d'animation de classe surtout. Donc c'est beaucoup plus sur le plan pédagogique. Bien, et la polyvalence disciplinaire dont il est question ici, ce n'est pas par rapport aux autres champs d'éducation, de sociologie de l'éducation. Ces professionnels, ils sont dans la salle, hein, ils sont d'abord des spécialistes d'une discipline. Et en formation, ils interviennent dans les classes en tant que spécialistes d'une discipline. Mais lorsque on va sur le terrain de la pratique et de l'accompagnement des futurs enseignants, ils deviennent des polyvalents. Et déjà en formation, ils ont été entraînés à cela, même s'ils ont relevé pour certains que le temps qui a été consacré à ce axe de polyvalence là en formation, certains ont considéré que ce n'est pas suffisant. Dans la pratique, je disais, dans mes entretiens, il y avait 5% de sections. Il y en avait qui n'adhéraient pas ou bien qui continuent, là, ils n'adhèrent pas à cette polyvalence. Ils considèrent qu'ils sont spécialistes d'une discipline et ils ont pris leur disposition pour que même lors des suivis de l'accompagnement, eux, ils restent dans leur discipline. Mais pour la plupart, c'est une posture qu'ils s'élèvent à. Ils sont des polyvalents, ils sont capables d'intervenir auprès des futurs enseignants pour les accompagner sur telle autre discipline, à part leur discipline spéciale. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Merci, monsieur le doyen. Merci également pour le facteur. En fait, j'ai une petite préoccupation simplement. C'est vrai que le champ de l'étude du docteur était focalisé sur la posture de prof en tant que spécialiste et en tant que polyvalent, comme on le dit. Mais est-ce que au cours des recherches, par exemple, est-ce qu'on a cherché par exemple à faire un petit parallèle entre, par exemple, le prof aîné, c'est-à-dire en formation dans ses références, dans le référentiel formation, c'est-à-dire de métier, par rapport également quand je prends par exemple un inspecteur, par exemple, du préscolaire primaire, qui aussi, en tout cas pour la plupart, sont d'abord disciplinaires d'abord, mais font cette transformation d'aller vers également la polyvalence. Est-ce que on s'est intéressé un peu pour voir, si on pouvait comparer un peu pour voir, est-ce que parce que moi je suis professeur d'école normale, mais je sais que le prof d'école normale, précepteur, un NFPE aujourd'hui, il est disciplinaire, c'est vrai, mais lorsqu'il est en didactique, mais lorsqu'il fait l'accompagnement des stagiaires sur le terrain, il doit prendre la posture de polyvalent, en ce sens qu'on ne peut pas aligner derrière chaque stagiaire tout l'ensemble des profs élites disciplinaires pour pouvoir encadrer un stagiaire sur le terrain. C'est en cela qu'il est obligé de faire cette transformation, c'est-à-dire de se former même
d'être formés, de s'auto-former progressivement pour pouvoir arriver à réaliser à assumer cette posture également de polyvalent. Peut-être qu'au départ, c'est vrai, on pourrait dire qu'à la sortie, on peut avoir des difficultés, tout comme également un inspecteur du préscolaire disciplinaire qui sort directement, mais avec la pratique du terrain, bon, on peut peut-être vraiment lui conférer cette polyvalence, tu sais. Donc, je ne sais pas si on a fait ce petit comparatif. L'essentiel de la question, c'est de voir les inspecteurs, les élèves inspecteurs qui, effectivement, là, dans leur groupe d'inspecteurs, deviennent polyvalents. Est-ce que vous avez essayé de faire les parallèles comme ça? On donne la parole au dernier. 1 minute. Parce qu'il y a encore deux activités à venir dans la table ronde sur le dialogue entre la recherche et nature. Alors, merci, monsieur le présentateur. Ah oui, je suis formateur à l'UNES, du département français. Alors, vous avez touché une question concernant la formation, parlant de la didactique. Pour la si la formation a été bien faite ou bien réellement, ce qui fait que après leur réussite pour la formation des professeurs des unis, ils ont une formation plus animée. Je dirais que peut-être le souci, ce qu'on a formé, ils sont en 2010, ils sont sortis en 2013, ils sont sur le terrain. Il n'y a pas vraiment un suivi, formation, évaluation après formation. Je pense que c'est leur première participation sur là. Ils sont nombreux à niveau pour la formation des professeurs d'ingénieurs. Alors, je pense que c'est une occasion pour que, au-delà de cette formation reçue, d'abord, c'est la gouvernance à l'INES. Cette formation reçue à l'INES, ils sont sur le terrain. À part l'inspecteur et les métiers, s'il n'y a pas vraiment un suivi, une évaluation pour voir leur niveau de leur formation à l'INES, et ce qu'ils font comme prestation sur le terrain, à part l'inspecteur qui les suit là. Mais c'est l'occasion leur a été donnée, ils ont reçu au concours pour qu'ils reçoivent de suivre cette auto-formation. Et donc, c'est toujours dans cette dynamique de donner formateur des instructeurs. Je pense que c'est une formation continue, je veux dire, dans ce sens-là. Parce que juste pour revenir sur cette question concernant la formation qui est donnée à l'INES. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des contributions. Mais la préoccupation principale est ce qu'on a croisé avec le cas des inspecteurs de primaire et également dire qu'en fait, moi j'ai compris quand même qu'il ne s'agit pas de dire que la formation professionnelle n'est pas bonne. Mais nous savons que l'organisation pédagogique au primaire n'est pas la même au secondaire et l'animation d'une classe au primaire n'est pas la même au secondaire. Naturellement, quand ils vont aller sur ce champ, ils doivent capitaliser et trouver qu'ils ont appris d'autres choses qui leur permettent de faire encore mieux davantage sur tout ça. Docteur, vous avez la parole pour réagir. D'accord. Oui, merci. Je voudrais d'abord préciser que, en fait, je n'ai pas parlé de didactique, mais j'ai parlé de pédagogie. L'approche pédagogique, technique. Il y en a qui ont même dit que si on leur donnait l'occasion, ils retourneraient sur le terrain pour faire leur mea culpa aux élèves du secondaire. Déjà, parce que ils ont découvert que dans leur pratique pédagogique, ils avaient fait beaucoup de tort. Ils étaient très sincères. Bon, donc, il était question de voir pourquoi les gens qui sont sortis d'une formation initiale peuvent regretter, bon, disons, ils peuvent considérer qu'il y avait une insuffisance à un moment donné. C'est vrai, ils doivent être des praticiens réflexifs, etc. Mais de là à dire que bon, ils ont fait beaucoup de tort, etc. Est-ce que c'est dû à eux-mêmes, c'est dû à la formation? Un peu comme même
L'INSEE a conduit une thèse dans laquelle, disons, on peut considérer qu'elle a procédé à son auto-évaluation dans la formation. Et sur la question de la comparaison, je crois qu'il faut une autre étude, parce que sur les inspecteurs des enseignements préscolaires et primaires, moi j'étais parti sur la base de repérer les marqueurs d'identité des formateurs à l'école. Et la question de recherche, même spécifique de recherche, c'était comment et dans quelles conditions les professeurs d'école normale des instituteurs opèrent leur changement de posture d'enseignant du secondaire à formateur. Et ce qui a amené la question législative, etc., c'est qu'il y avait une question secondaire qui disait est-ce que leur spécialité, leur discipline de spécialité impactait, avait un effet sur la construction de cette identité. Et là, c'est tout simplement parce que bon, je considère que ça constitue une richesse pour mon étude. J'avais deux directeurs de thèse, un spécialiste en professionnalisation et l'autre, le co-directeur, lui, est spécialiste en pédiatrie. Il a dit qu'il doit ajouter cette question. C'est ça qui a fait ma recherche a été. C'est là où on en est arrivé à détecter ce résultat sur lequel moi je veux continuer à travailler. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dara. Bon, monsieur, on a toujours le problème de son main. Essayez de voir si moi je peux vous prendre un pas de micro ici, de mon côté.